C'est parti pour Enjeu Patrimoine, une séquence aujourd'hui consacrée à la prise en compte des marchés obligataires à la rentrée et dans une stratégie de gestion de patrimoine. Donc on a beaucoup de questions et nos deux invités vont nous apporter beaucoup de réponses. Avec moi en plateau, Violaine de Serran, directrice du bureau parisien qui couvre la France et le Benelux de BNY Investments. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour. Oui, bonjour Pauline. Alors on va commencer cette table ronde par faire un rapide bilan de l'été. Violaine, qu'est-ce qu'on a retenu de cet été sur les marchés ? En fait, sur les marchés actions, ça a été un été plutôt très porteur, ou en tout cas pour ceux qui étaient en vacances, on n'a pas été perturbé par des appels incessants de clients qui auraient pu se retrouver dans une situation de crash de marché qu'on a pu avoir certains étés. Donc c'est vrai que ça a été un marché à la fois porteur sur les marchés actions et finalement sur les marchés obligataires. Un marché qui a été très porteur pour la partie risquée, pour le high yield. En fait, le high yield a poursuivi sur sa belle lancée. Le crédit investment grade a une performance modeste, mais certes positive. Donc, c'est vrai que c'est un été, je dirais, qui était un peu un été non-event. Il y a peut-être 2 points à retenir cet été d'un point de vue obligataire, et on en parlera certainement un peu plus en détail. Je dirais le premier point, c'est la courbe des taux américaine. Comme vous le savez, en fait, par le passé, la courbe des taux ces dernières années était plate. Donc, ça veut dire qu'on avait le même type de rémunération en prêtant à court terme qu'à long terme. Aujourd'hui, en fait, on a une prime pour prêter à long terme de l'ordre de 1,2% de différence entre du 30 ans et du 5 ans. Donc, c'est vrai que ça amène aussi un peu plus les gens à prendre un peu plus de duration. Donc, ça, c'était un premier événement notable et qui, en fait, vient entre autres de ce qu'on anticipe pour les banques centrales, mais je crois qu'on en parlera un peu plus en détail. Et l'autre point, évidemment, c'est plus proche de chez nous, c'est la France qui continue à faire, il continue à avoir des tensions sur la dette française. On a aujourd'hui la France qui prête à peu près au même taux que l'Italie sur du 10 ans, mais qui prête de façon plus chère sur du 5 ans que l'Italie. Donc ça, c'est vrai. 10 ans autour de 3,55 en ce moment à peu près, au-delà de 3,50. Ouais, donc on est vraiment sur des niveaux. Bon après, c'est vrai que nous on anticipe des spreads qui pourraient monter maximum jusqu'à 90, 95, donc on n'est pas très loin de ça par rapport à l'Allemagne. Oui, le spread franco-allemand est autour de 80 points de base en ce moment à peu près en Violaine. Oui, et donc le max, je dirais dans le scénario le plus catastrophique, on est à 90, 95 points de base. D'accord. Après, c'est quelque chose qui a été quand même joué ça fait quelque temps quand même qu'il y a ce spread assez important entre la France et l'Allemagne, mais c'est vrai que la rentrée devrait être, je dirais autour du 8 septembre, 10 septembre. Un peu mouvementé peut-être. Oui, sur les taux français. Après, l'impact, on en parlera un peu plus après, mais l'impact finalement sur le crédit a été assez mesuré, même sur le crédit français. La seule chose, c'est peut-être un peu il y a eu un petit peu de tension sur les papiers émis par les banques françaises, mais dans l'ensemble, je dirais, en tout cas, un été qui, de façon globale, a été porteur pour les investisseurs en obligataire. Je pense qu'ils ont bien dormi tranquille cet été. Je pense qu'on peut directement parler un petit peu des banques centrales avec vous, Alain Krief. Qu'est-ce qu'on peut dire des baisses des taux attendues aux États-Unis là pour la fin d'année et quel impact du coup sur le marché obligataire ? Alors, il y a beaucoup de baisses des taux attendues du côté des États-Unis. Alors, cette année, il y en a normalement 2. D'accord, jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre. Une en septembre, qui est quasiment faite. Oui, Jérôme Powell, 87%, je crois. Voilà, Jérôme Powell l'a dit, l'a annoncé. Décembre, c'est un peu moins sûr. Et par contre, ce qu'il faut voir, c'est que l'année prochaine, il y a encore 4 baisses des taux qui sont pricées. Pour 2026. Pour 2026. D'accord. Donc, il y a eu un décalage entre la baisse des taux côté européen et côté américain. C'est ça. Pour la bonne raison, c'est l'inflation. Un peu plus d'inflation aux États-Unis. Enfin, disons, un risque d'inflation et une inflation un peu plus importante aux États-Unis qu'en Europe, où on a vu des chiffres qui étaient très rassurants côté inflation. Et c'est pour ça qu'on a eu une séquence de baisse des taux beaucoup plus marquée, régulière, côté européen. Je reviendrai juste un point avant de parler des banques centrales, sur le bilan de l'été. Non pas le bilan de l'été, je ne vais pas revenir sur ce que dit Violaine, mais globalement, si on regarde aussi les performances depuis le début de l'année, le crédit, les dettes d'entreprise ont aujourd'hui, à ce jour, des très bonnes performances de l'ordre de 4%, quand les taux souverains, alors on parlait de l'agitation qu'on attend sur la France, mais de façon générale, les taux souverains ont une performance, l'indice des taux souverains a une performance de 0, voire négative depuis le début de l'année. Donc on a une vraie décorrélation, ça c'est sur l'Europe. Là où aux États-Unis, l'effet baisse des taux qui est venu un peu en retard, les États-Unis et les rendements des indices américains sont un peu plus positifs
grâce à cette baisse des taux, qui s'est d'ailleurs produite aussi avec une pontification en effet, mais qui s'est produite aussi pendant l'été, puisqu'on a eu quand même plus de 20 BP, même sur le 10 ans, de baisse des taux aux États-Unis. Et vous vouliez préciser sur les banques centrales, du coup, alors sur les banques centrales, en fait, sur l'Europe, on n'attend pas grand-chose. C'est ça. Et j'allais dire, tout est pricé. On aura certainement, en fait, l'action des banques centrales, notamment de la BCE, va dépendre surtout est-ce que la croissance va un peu rebondir? L'inflation, on la voit vraiment baisser, donc il y a plus de soucis de ce côté-là. Et j'allais dire, on va même importer de la déflation venue de la Chine. Donc, a priori, on devrait vraiment pas avoir de problème. Après, il faut quand même atteindre le taux, le taux terminal, ce fameux taux neutre. Voilà, donc il y a encore deux factions, il y a deux parties différentes. L'une essaye de peser pour une baisse supplémentaire, d'autres voient qu'on a déjà atteint un niveau qui est satisfaisant. Oui, c'est vraiment différent entre les États-Unis et l'Europe. Pour le coup, complètement ça n'a différent. Rien à voir. Voilà. Et ce qu'il faut rajouter quand même aux États-Unis, c'est bien sûr que c'est Jérôme Powell, chairman de la Fed, qui décide aujourd'hui avec son board et ses gouverneurs. Mais il y a une très forte pression de Donald Trump. C'est vrai que c'est un autre sujet, mais on peut se poser la question de l'indépendance de la Fed à court terme, en fait. À assez court terme, en effet, puisqu'on a bien sûr donc Donald Trump veut sortir Lisa Cook. Oui. Et si c'est le cas, s'il réussit à sortir Lisa Cook, ça peut changer la donne, parce que je vous rappelle que aujourd'hui, donc on attend 150 BP d'ici fin 2026 de baisse des taux de la Fed. Donc c'est pour ça qu'on dit 6 baisses de taux de 25. Maintenant, fin 2026, Donald Trump voudrait 300 BP, donc le double. Oui. Donc si jamais on peut mettre en cause, on peut supposer que Donald Trump arrive à ses fins et on n'aura plus l'indépendance de la Fed, ce qui n'est pas souhaitable, je pense, pour les marchés, pour être honnête. Là, on pourra avoir des baisses de taux beaucoup plus importantes. C'est un sujet très intéressant qui fera sûrement l'objet d'une prochaine table ronde. Mais là, on va se pencher, avant de se pencher quand même sur les classes d'actifs. Violaine, la place de l'obligataire dans un portefeuille, quelle place doit prendre selon vous, selon BNY Investment, l'obligataire dans un portefeuille ? Alors, en fait, je vais parler plutôt pour un investisseur européen, avec le monétaire qui aujourd'hui rapporte autour de 2%, voire moins, les livrets A, etc., et l'obligataire, qu'il soit investment grade, qui rapporte autour de 3%, ou le high yield, entre 5 et 6% selon le positionnement géographique ou en termes de maturité. C'est vrai que ça redevient des niveaux attractifs. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir que l'investment grade à partir de 3% est assez soutenu parce qu'il y a des acheteurs naturels, tout ce qui est institutionnel, non institutionnel, à partir de 3%, continue à racheter du papier. On a le high yield qui, en fait, aujourd'hui, offre encore des rendements assez attractifs. Donc ça, c'est les classes d'actifs à privilégier, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que nous, on n'est pas trop à privilégier les emprunts d'État. On préfère quand même investir dans le crédit. Après, c'est vrai que selon un peu, je dirais, l'appétit pour le risque, c'est vrai que le high yield est assez corrélé aux actions. Donc, le côté diversification ou que contrebalancier dans un portefeuille du high yield est un peu plus limité, parce que quand ça secoue, alors que c'est vrai que l'investment grade à 3%, s'il y a une détente des taux dans l'éventualité, s'il y avait un crack de marché, évidemment, ça va donner beaucoup plus de performance à l'investment grade où les spreads risquent de moins s'écarter que le high yield en cas de correction de marché. Mais pour revenir au point, c'est qu'aujourd'hui, vraiment pour nous, l'obligataire a toute sa place dans un portefeuille et c'est vraiment le conseil qu'on donne aux clients. Les marchés actions sont assez topiches. Diversifiez bien vos portefeuilles avec de l'obligataire et du crédit. Quel appétit pour le risque là sur cette rentrée ? Alors c'est vrai que nous, cet été, je disais, l'été était assez clément, mais ce qui était assez intéressant, c'est que en tant que vendeuse, on a reçu pas mal de flux entrants sur l'obligataire investment grade. Donc, on voit vraiment que les gens continuent à sortir du monétaire. Je parle beaucoup du monde institutionnel pour se repositionner sur les marchés obligataires. Donc, c'est vrai que l'appétit pour le risque, même si d'une certaine façon, ce qu'on appelle les spreads de crédit, donc les écarts de crédit, l'écart de rémunération entre les emprunts d'État et les obligations d'entreprise sur le crédit investment grade européen, c'est certes modeste, entre 80 et 85 points de base, mais finalement, on a eu pas mal de gens qui ont réalloué des États-Unis vers l'Europe, donc ça, c'est un facteur de soutien au crédit européen. Sur le high yield, les spreads sont autour de 275 à 280 points de base, donc c'est comme une certaine surprime attractive qui offre des rendements de 5,5%. Donc pour nous,
qu'il y a vraiment encore un appétit pour le risque, même si les spreads sont un peu plus mesurés. Et Alain, pour conclure, sur les classes d'actifs, selon vous, vous étiez d'accord avec ce que Violaine évoquait? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors, globalement, oui, je pense que l'obligataire a toute sa place. Alors, nous, on est vraiment crédit, et quand on dit crédit, dette d'entreprise, comme je vous l'ai dit, moi, les taux souverains, on pense qu'il va y avoir encore de la volatilité. On parlait de la France. Par contre, sur le crédit, on privilégie vraiment les subordonnés. Donc, l'investment grade, on n'est pas dessus. On préfère vraiment les subordonnés qui restent parfois investment grade, mais qui sont toujours à la limite du high yield, comme les subordonnées financières, comme les corporate hybrides, mais aussi le high yield de bonne qualité. Pourquoi ? Parce que la croissance reste correcte, et même si on peut avoir un ralentissement côté action, côté crédit, on ne voit pas ce ralentissement. Donc, on a toujours un portage qui est quand même très important. Je vous rappelle que le rendement, c'est quand même la somme du taux d'État plus les primes de risque. On parlait des taux d'État, on les voit pas du tout monter. On pontifiait, oui, les taux longs, mais pas sur le court, pas jusqu'à 5 ans. Ça, c'est la première chose. Et les spreads de crédit qui restent relativement faibles donnent quand même des rémunérations qui sont très, très intéressantes historiquement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des rendements de l'ordre de 4, 5, 6%. Et là, je parle subordonné. Sur les subordonnés, on est au-dessus de 4%, même tout en restant investment grade, et au-dessus de 5 sur le high yield. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, il n'y a pas tellement, on peut pas trop se poser la question. On a encore des beaux jours devant nous parce que les taux de défaut et la croissance restent là, avec une inflation qui relativement va baisser. Même l'inflation aux États-Unis qui est encore à risque compte tenu des tarifs et autres. En fait, c'est un one-off. C'est-à-dire que ça se passe une fois et a priori, si on se projette un peu, on ne devrait pas avoir c'est pour ça qu'on attend des baisses des taux. On ne devrait pas avoir de problème d'inflation à moyen terme aux États-Unis. C'est pour ça que sur le crédit, on peut y aller tranquillement et sereinement, notamment sur les larges spreads, que j'appelle le large spread, comme je vous l'ai dit, subordonné et high yield. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci beaucoup. Merci Pauline. Et merci Violaine Desserrand, directrice du bureau parisien France et Belux de BNY Investments. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.